Bonjour et bienvenue sur Israël Décryptage, le podcast pour comprendre Israël. Je suis Nissim Slama, je suis guide et conférencier en Israël. Et aujourd'hui, on va parler du sionisme. J'ai reçu beaucoup de questions sur le sujet, alors on se lance. Pour comprendre le sionisme, il faut d'abord se pencher sur la situation des Juifs avant le 19e siècle et l'émancipation. Avant la Révolution française, puis la diffusion de ces idées dans toute l'Europe continentale, avec les guerres napoléoniennes, puis dans le reste du monde avec la colonisation. Les Juifs vivaient en communautés autonomes. Ces différentes communautés choisissaient un ou des représentants auprès du pouvoir. À l'intérieur de ces communautés, les Juifs s'organisaient librement. Ils choisissaient leurs représentants, établissaient leurs propres règles et assuraient leur propre justice et police, prélevaient les impôts dont une partie restait pour la communauté et une autre était versée au pouvoir local par l'intermédiaire de ces représentants. C'était une véritable autonomie interne, même si le pouvoir central intervenait parfois, souvent à la demande des Juifs eux-mêmes qui n'arrivant pas à régler leurs disputes internes, demandaient une intervention externe. Pour parler du judaïsme, le mot date en hébreu est utilisé. En hébreu moderne, ce mot est traduit par religion. Mais à l'origine, il s'agit d'un mot en perse dont la traduction littérale est loi. Et c'est ainsi que l'on traduit et on comprend ce mot jusqu'au 19e siècle. Juifs et non-juifs ne parlent pas de religion juive, mais de loi juive ou de la loi des Juifs. Cette loi juive n'était pas seulement une affaire de religion au sens moderne. Contrairement à une religion, telle qu'on comprend ce terme en Occident, elle n'opère pas de séparation entre le culte et la vie quotidienne et couvre tous les aspects de la vie. Ainsi, le même tribunal pouvait juger une transgression du Shabbat ou une dispute commerciale, car les deux domaines existent dans le contexte de la loi juive, aujourd'hui religion, mais alors la loi interne d'une communauté autonome. Les codes de règles juives, dans le Talmud, le Shulchan Aruch, etc., qui nous expliquent ce qui est permis et interdit de faire le Shabbat, ce qui est permis ou interdit de manger ou comment prier, vont aussi donner les règles qui régulent des domaines a priori sans rapport au spirituel. Propriété, commerce, justice, agriculture, etc. Sauf exception, jusqu'au 19e siècle, les rabbins étaient des fonctionnaires de la communauté, embauchés par la communauté. Leur rôle était d'enseigner et de superviser la prière, au même titre qu'un autre fonctionnaire s'occupait de la boucherie ou de la circoncision. D'autres étaient nommés comme juges par la communauté et d'autres étaient l'équivalent d'universitaires, payés pour se consacrer à l'étude. Et évidemment, on pouvait cumuler les fonctions. Mais les rabbins n'étaient pas de manière générale les leaders politiques des communautés. Avant l'émancipation, le judaïsme n'était pas perçu comme une simple religion. Les juifs étaient vus comme un groupe à part, avec leur propre religion, mais aussi avec leur dimension ethnique et politique. Les juifs du monde entier se voyaient et étaient considérés de l'extérieur comme un seul collectif. Cela est vrai en passant même aujourd'hui. C'est pour cela que l'on peut être, par exemple, juif et athée. Voici par exemple l'avis de Damien Fabre, un spécialiste des religions dans sa chaîne Religare. Avant l'apparition des grandes religions universalistes, bouddhisme, christianisme, islam, la plupart des religions dans le monde étaient des ethno-religions. C'est-à-dire qu'elles étaient indissociables de l'appartenance à un groupe civique ou ethnique, de l'appartenance à une tribu ou une cité. Dans ces systèmes, la religion ne pouvait pas être séparée de l'identité collective. Le culte romain, par exemple, il est intrinsèquement lié à la question de la romanité. Et un germanique du fin fond de la forêt du nord de l'Europe n'aurait pas commencé à vénérer Jupiter, là comme ça, spontanément. Il en allait de même pour les cultes égyptiens ou mésopotamiens par exemple. Aujourd'hui, bien que les religions universalistes dominent et donc nous donnent l'impression qu'il n'y a que ce type de religion qui existe, ce n'est pas le cas. Les Druzes, les Alaouites ou bien sûr les Juifs sont des groupes ethno-religieux. La judéité, selon le judaïsme orthodoxe, se transmet de façon matrilinéaire. Et du côté du judaïsme réformé, on considère même que ça peut être patrilinéaire, mais c'est un vaste sujet. Quoi qu'il en soit, tout le monde s'accorde à dire que c'est indépendamment de la foi. Ainsi, un juif athée ou converti à une autre religion reste juif. De nombreux juifs athées ont marqué l'histoire, comme Freud, Trotsky, Léon Blum ou encore Derrida. Ce qui unit les juifs dépasse la seule question de la religion. J'aime aussi l'exemple des Karaïtes, un groupe juif qui existe depuis le 8e siècle et qui pratique une religion juive différente du reste des juifs. Les Karaïtes font et ont toujours fait partie intégrante du peuple juif. Au 19e siècle, avec Napoléon et la Révolution française, deux grandes idées concomitantes et liées se répandent en Europe. D'abord, le principe d'égalité, et donc l'émancipation des juifs. Secondo, le principe d'autodétermination des peuples, l'idée que chaque peuple a le droit d'avoir son propre État-nation, avec son propre territoire et ses propres lois. Idée aboutissant après 2 siècles et un long et difficile processus
incluant massacres, épuration ethnique, déplacement de population par millions, à la carte d'Europe actuelle composée de plus de 40 États-nations. Le problème, c'est que ces deux idées combinées à l'antisémitisme et à la sécularisation de beaucoup de juifs créent la question juive en Europe. Les juifs ne font pas partie des différents peuples et nations d'Europe. Ils sont vus et se voient comme des étrangers. Ils sont ni blancs, ni européens, ni chrétiens. Minorité importante, émancipée, ils dérangent à la création d'entités nationales homogènes voulues par les différents mouvements de libération nationale. Cette question juive est particulièrement prégnante en Allemagne et dans les pays de l'Est où la langue intellectuelle est l'allemand. C'est la Judenfrage. La question au bout du compte est assez simple. Que faire de ces millions de juifs? Face à cette question juive, plusieurs solutions sont proposées au XIXe siècle et au début du XXe, et ce jusqu'à la tragique et horrible solution finale allemande. De nombreuses solutions différentes sont alors proposées. En France, où le nombre de juifs est négligeable, la réponse est donnée avant même que la question n'apparaisse. En 1808, le consistoire est créé par Napoléon. Les juifs renoncent à toute nationalité autre que la française. Ils demandent à ne plus être juifs, mais israélites ou français de confession mosaïque. On va retrouver une idée ressemblante à celle-ci avec la néo-orthodoxie allemande du rabbin Shimshon Raphaël Hirsch et d'autres. Une autre voie est la réforme du judaïsme, qui vise à enlever tous les éléments nationaux de la loi juive. Si le livre de prière demande de retourner à Sion et que l'on est allemand, on va retirer cette prière. Si le jour de repos est le samedi et que tout le monde autour de soi se repose le dimanche, on va changer de jour. Les synagogues réformées vont ressembler à des églises. On arrête de manger cachère pour vivre comme tout le monde, etc. Une autre voie est de devenir ce que nous appelons aujourd'hui ultra-orthodoxe. On va réduire le judaïsme à la religion et à sa pratique de la manière la plus stricte possible. Rien d'autre n'est important. Seule la religion compte. On se sépare totalement du reste du monde et des autres juifs. On résout le problème en disant: je ne veux pas être un citoyen égal dans votre nouvelle nation. Ce que je veux, c'est juste que vous me laissiez me consacrer à la Torah. Il y a évidemment plein d'autres possibilités. Par exemple, des millions de juifs vont immigrer, surtout aux États-Unis, vont devenir socialistes ou voire bundistes. Le sionisme de Herzl est en fait une autre réponse. En 1896, Herzl a 34 ans lorsqu'il écrit Der Judenstaat, l'État juif, dont le sous-titre est Une réflexion pour donner une réponse à la question juive, et commence la création du mouvement sioniste. Son idée est assez simple. De la même manière qu'il existe des mouvements organisés de libération nationale de beaucoup de peuples en Europe, il faut créer exactement la même chose pour les juifs. Les juifs ont droit à un mouvement de libération nationale utilisant un vocabulaire politique moderne. Herzl n'invente pas l'idée sioniste, ni intellectuellement, ni dans la pratique en Palestine. On peut par exemple citer le rabbin allemand Kalischer, qui écrit sur le sujet et contacte les Montefiore et les Rothschild pour financer une nation juive en Palestine dès les années 30 du 19e siècle. Ou le rabbin de Sarajevo, Chai El-Kalai, le rabbin du père et du grand-père de Herzl, qui dans les années 40 pousse l'idée. Ou encore Moshe Hess dans les années 60. Ou encore le livre Auto-émancipation de Pinsker qui est paru en 1882 et qui a inspiré le mouvement des aimants de Sion, Choveve Tzion en hébreu. On peut rappeler aussi que dès la moitié du siècle, Jérusalem est avec une majorité juive. L'arrivée en Palestine, on parle de montée en hébreu, Aliyah, des élèves du rabbin de Vilna, le Gaon de Vilna, et surtout de ce qui est appelé aujourd'hui dans l'historiographie sioniste la première Aliyah dès les années 70 du 19e siècle, de milliers de juifs qui fonderont les implantations agricoles, une partie devenant les grandes villes aujourd'hui d'Israël, comme Rishon LeZion ou Petah Tikva. Herzl réussit, en moins de 10 ans, jusqu'à sa mort en 1904 à l'âge de 44 ans, l'exploit de donner l'amorce d'un mouvement politique moderne qui réussira au-delà de toute imagination. Pour l'intellectuel israélien Gadi Taob, l'exploit de Herzl est triple. D'abord, Herzl comprend et arrive à convaincre du caractère national de la question juive, du côté de la détresse des juifs et, en conséquence, de la solution au problème. Deuxième chose, Herzl transforme le sionisme d'une idée marginale de quelques intellectuels et rêveurs en idée dominante dans le discours public et international. Et troisième réussite de Herzl, il crée les institutions d'un mouvement qui deviendra
État. Reprenons. L'idée est de créer un foyer national ou un État juif en Palestine, notre terre ancestrale. Les Polonais veulent la Pologne historique, les Hongrois veulent la Hongrie historique, et nous voulons Israël historique. Nous allons y retourner et y faire notre propre État. Ainsi, nous aurons un État-nation comme les autres. Herzl pensait que l'antisémitisme disparaîtra, parce que les Juifs ne seront plus des étrangers, l'État juif étant un État-nation comme les autres. Et pour le faire, la recette existe déjà dans tous les autres mouvements de libération nationale. Création d'une organisation, ça sera l'organisation sioniste mondiale. Création d'une assemblée composée de délégués élus des différentes diasporas. Le congrès sioniste, adoption d'un drapeau, d'un hymne national, des efforts diplomatiques, conviction de l'opinion publique, etc. Une seule chose est refusée par Herzl et les premiers sionistes, c'est l'utilisation de la force pour conquérir le pays. Même à la création, en 1920, de la première force d'autodéfense juive à Jérusalem, les Juifs refusent de prendre de force ce qui leur revient de droit. C'est important d'y revenir. Le sionisme n'invente pas l'idée du retour des Juifs à Sion et de leur indépendance. Les livres juifs, Bible, livres d'études et prières, sont remplis de ce rêve. Par exemple, tous les matins, avant de lire le schéma, le texte central du judaïsme, on demande à Dieu de casser le joug des nations de notre cou et de nous ramener rapidement au relèvement de notre pays. 3 fois par jour, les Juifs prient et demandent « Fais sonner le grand corne de bélier de notre liberté et soulève le drapeau pour rassembler les exilés et rassemble-nous ensemble des 4 coins de la terre dans notre pays. » Les Juifs n'ont pas non plus attendu Herzl pour revenir. Si au niveau statistique, le nombre de Juifs arrivant en Palestine au XIXe siècle est négligeable par rapport au nombre de Juifs d'Europe, le mouvement existe quand même. Et ce, dans l'arrière-cour de l'Empire ottoman. Un pays vide, sans aucune commodité moderne, frappé par la malaria et les autres maladies. Le sionisme fait 2 grandes choses. Le sionisme ramène aux Juifs eux-mêmes, et non à Dieu seul, la responsabilité de la réalisation de ce rêve. Et la deuxième chose, c'est que le sionisme se donne les moyens de le faire. Une des plus grandes critiques du sionisme est l'affirmation que les Juifs ne représentent et n'ont jamais représenté un collectif sociologique unitaire, mais seraient juste des personnes appartenant à différents peuples, ethnies ou nations, et partageant une religion commune. On va retrouver cet argument par exemple dans la charte de l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, aujourd'hui devenue autorité palestinienne, qui a été reconnue comme État par la France, le Royaume-Uni et d'autres pays. L'article 20 de la charte de l'OLP affirme « Le judaïsme en tant que religion n'est pas une nationalité indépendante. Les Juifs ne constituent pas non plus une nation unique dotée d'une identité propre. Ils sont citoyens des États auxquels ils appartiennent. » Et évidemment, dans le best-seller, surtout en France, de l'israélien antisioniste Shlomo Sand, « Comment le peuple juif fut inventé », paru en 2008. Pour répondre à cette critique, il faut tout d'abord comprendre ce que c'est une nation dans le sens moderne du terme. Je mets de côté la discussion sur la primordialité de l'idée ou la modernité d'une construction politique de l'idée de nation pour me concentrer sur la définition elle-même. Et comme je ne veux pas qu'on me reproche d'utiliser une définition qui m'arrangerait, j'ai demandé à Google et voici sa réponse. Définition du mot nation. Donc on a 2 conceptions. La conception objective ou la conception allemande. Cette conception, historiquement associée à des penseurs allemands comme Johann Gottfried Herder ou Johann Gottlieb Fichte, repose sur des critères objectifs et préexistants à la volonté individuelle. Une nation est définie par une langue commune. La langue est vue comme le véhicule de la pensée et de la culture d'un peuple. Chez les Juifs, cela sera l'hébreu, qui, même non utilisée au quotidien, reste la langue ultime de communication entre les différentes diasporas, utilisant souvent un patois local, mais exclusivement juif. Une origine ethnique commune, l'idée d'une ascendance partagée. Chez les Juifs, ce sera Abraham, Isaac, Jacob, la tribu de Juda, etc. Une culture, des traditions, une histoire partagée. On verra la même chose chez les Juifs. Un territoire commun. Chez les Juifs, ce sera la terre d'Israël. Dans cette vision, la nation est une entité qui existe indépendamment de la volonté de ses membres. On appartient à une nation. L'autre conception, c'est la conception subjective ou la conception française. Cette conception, théorisée notamment par Ernest Renan dans sa célèbre conférence de 1882 « Qu'est-ce qu'une nation ?»,
met l'accent sur la volonté individuelle et le sentiment d'appartenance. Selon Renan, une nation est d'abord un plébiscite de tous les jours. C'est un choix conscient et quotidien de ses membres de vouloir vivre ensemble. C'est un principe spirituel. C'est la somme de deux choses, l'héritage d'un passé partagé, la mémoire des sacrifices et des gloires, et la volonté de faire valoir cet héritage dans le présent. Enfin, une âme ou un sentiment d'unité. Dans cette approche, la nation n'est pas prédéterminée par des critères fixes, mais est le fruit d'un projet commun et d'une adhésion volontaire. On fait partie d'une nation. Tout cela existe aussi chez les Juifs. Fin 19e siècle et tout au long de l'histoire, les Juifs correspondent à tous ces critères d'identité, bien plus que d'autres peuples aujourd'hui considérés comme des nations à part entière. Le culte juif lui-même est ancré dans cette identité collective et un facteur de sauvegarde de celle-ci. Les prières quotidiennes évoquent le retour à Sion, l'histoire biblique parle des royaumes juifs, les fêtes commémorent des événements de l'histoire du peuple. Les lois comme la cacheroute préservent souvent de manière explicite l'identité du groupe face à la menace de l'assimilation. Il est important de comprendre que même si on accepte une vision sociologique contemporaine, affirmant que l'idée de nation est une idée moderne, que ce sont les mouvements de libération nationale qui ont créé les nations sur la base de collectifs linguistiques, géographiques ou ethniques déjà existants, les Juifs du XIXe siècle et tout au long de l'histoire ont bien plus en commun entre eux que beaucoup de ces collectifs considérés aujourd'hui comme des nations à part entière. Salut les amis, c'est juste pour vous rappeler que je suis aussi guide et conférencier. Donc si vous venez en Israël, n'hésitez pas à appeler mes services pour que je puisse vous guider à Jérusalem ou dans le reste du pays. Et je donne aussi des conférences. Donc si vous êtes en Israël, je peux venir me déplacer sur place. Sinon, je peux me déplacer en France, c'est un peu plus compliqué, mais on peut le faire. Et maximum par vidéoconférence, par visioconférence. Je peux vous raconter sur mon expérience en tant que militaire, en tant qu'officier de Tsahal, ainsi que tous les autres sujets duquel je parle dans le podcast. Donc n'hésitez pas à faire appel à mes services. Voilà, c'est tout. C'était une petite annonce en passant. Maintenant, on reprend le reste de l'épisode. Une seconde critique visant à éliminer l'idée sioniste lui reproche d'être raciste. Si les Juifs sont un groupe ethnique et que le sionisme vise à leur créer un État, il s'agit donc d'une idéologie raciste puisqu'elle cantonne le fait national au fait ethnique. D'abord, il suffit de visiter Israël pour comprendre à quel point cette critique est ridicule. Mais au niveau intellectuel, il s'agit d'un amalgame entre les concepts de nation et ceux d'ethnie, voire de race. L'idée d'ancêtre commun, réel ou imaginé, est vraiment une des bases de l'identité nationale commune. Cependant, la nation est avant tout un concept sociologique, une communauté humaine unie par un sentiment d'appartenance commun. On ne peut pas changer de couleur de peau ou son ADN, et qui sont nos ancêtres, mais on peut effectivement se faire adopter dans une nation. De tout temps, cela passait par un processus appelé assimilation. L'assimilation est un concept sociologique qui décrit le processus par lequel une personne ou un groupe minoritaire va abandonner son identité propre pour adapter celle de la majorité. L'individu ou le groupe vont assimiler les normes, les valeurs, les codes sociaux et les comportements du groupe majoritaire pour s'y fondre, y être accepté. Deux problèmes se posent alors, le premier pour les Juifs et le second pour les États-nations modernes. Contrairement à la nation, concept d'identité sociologique et aux frontières diffuses, l'État est une entité juridique et politique. C'est un cadre institutionnel et territorial du pouvoir, gouvernement, administration, loi, frontières. Un État peut contenir plusieurs nations, comme l'ex-Yougoslavie, ou une nation peut être répartie sur plusieurs États, comme par exemple les Kurdes. Les membres de l'État sont ses citoyens. La citoyenneté est un statut bureaucratique accordant droits et devoirs. La nationalité, par contre, est a priori un concept sociologique décrivant une communauté humaine unie par un sentiment d'appartenance. Cependant, l'État-nation est un modèle politique qui s'est imposé au XIXe siècle où l'État et la nation coïncident. C'est le cas par exemple de la France ou de l'Allemagne. Pour faire coïncider l'État et la nation, l'État doit décider de critères bureaucratiques et donc arbitraires d'appartenance à la nation de manière à pouvoir accorder aux membres de la nation la citoyenneté. Car si un État-nation libéral peut avoir des nations n'appartenant pas à la nation spécifique de celui-ci, il ne peut refuser la citoyenneté à ses propres nationaux. C'est après tout sa raison d'être. C'est aussi la raison pour laquelle de très nombreux pays ont, comme Israël, une loi du retour. Donc d'après les Allemands, on appartient à une nation.
La volonté individuelle n'est pas un critère. C'est pourquoi les Allemands choisiront un modèle mettant en avant l'ethnicité. C'est le droit du sang, principe juridique qui va attribuer la nationalité et donc accorder la citoyenneté allemande d'une personne en fonction de la nationalité de ses parents et non de son lieu de naissance. Pour les Français, par contre, on fait partie d'une nation. C'est une adhésion volontaire à une communauté civique et politique. Une personne née et vivant sur le territoire national va adhérer à cette communauté et donc doit avoir accès à la citoyenneté. Plus que cela, tout citoyen, par l'existence même de sa citoyenneté, adhère à cette communauté civique et est donc automatiquement membre de la nation. La France ne reconnaît donc pas la différence entre les concepts de citoyenneté et de nationalité. Mais la France reconnaît quand même le droit du sang qui s'applique à un enfant dont au moins l'un des parents est français, quel que soit le lieu de naissance. C'est ce qu'on va appeler la filiation. Pour les Juifs, le problème était ailleurs. Tout d'abord, les Juifs sont un peuple antique, datant d'une époque où la différence entre collectifs identitaires, ethniques, géographiques et religieux n'existait pas. La religion est donc la loi, et la loi est la religion. Je rappelle, on utilise le mot date, qui au XIXe siècle va changer de traduction, comme j'en ai parlé plus tôt. À partir des premiers siècles, les Juifs deviennent des minorités persécutées, ou au minimum discriminées. Et cette loi, donc ce qui est vu à l'époque moderne comme religion, devient l'outil qui permet de sauvegarder l'identité juive et éviter une assimilation collective. La codification à outrance de la loi est donc nécessaire. Enfin, étant donné que les Juifs sont une minorité, le Juif peut quitter le collectif, la communauté juive, et s'assimiler dans la majorité. Cependant, l'assimilation a comme caractéristique d'être un processus unilatéral. L'assimilation se fait dans une seule direction, du groupe minoritaire vers le groupe majoritaire. Donc, il n'existe pas vraiment de possibilité d'assimilation dans le peuple juif. Là aussi, si le processus pour entrer dans le peuple juif n'est pas l'assimilation, il faut le codifier. C'est-à-dire que répondre à la question auxquelles font face les États-nations à partir du XIXe siècle. Quels vont être les critères objectifs qui vont définir l'appartenance au collectif national? C'est vers l'époque byzantine que le peuple juif va définir ces critères, ressemblant assez, non à la conception allemande objective de l'appartenance nationale conceptualisée à la fin du XVIIIe siècle, mais bien à la conception française républicaine de la fin du XIXe siècle. Comme la France républicaine, la loi juive décide donc que l'appartenance au peuple se fait par filiation matrimoniale, car avec les persécutions et les violences faites aux femmes, on ne sait pas toujours qui est le père. Et ce qui est important, c'est l'éducation de l'enfant dans le collectif juif. Et en même temps, cela permet au maximum de diminuer le nombre de mariages d'hommes juifs avec des femmes de l'extérieur et donc l'assimilation. Comme la France républicaine, l'appartenance à la nation se fait aussi par l'adhésion à la communauté nationale et à sa loi. Pour devenir juif, il faut accepter de manière volontaire la loi juive sur soi-même. C'est ce qu'on appelle le processus de conversion, permettre d'être adopté dans la famille qu'est le peuple juif. Avec la sécularisation des juifs, le judaïsme réformé et de manière générale les changements de l'ère moderne, s'est créé un décalage entre la loi juive orthodoxe, la halacha, considérée aujourd'hui comme règle religieuse non contraignante, et la sociologie juive. Sociologiquement, un grand nombre de personnes possèdent tous les critères d'identité juive sans être juifs suivant la halacha, car issus d'un mariage mixte, peut-être même seconde ou troisième génération. Ce décalage est accru en Israël, État-nation du peuple juif avec une majorité écrasante de juifs, et donc le retour de la possibilité de l'assimilation. Prenons par exemple l'influenceuse Justine Varin. Arrivée en Israël en tant qu'étudiante, cette jeune Française tombe amoureuse du pays et est aujourd'hui en couple avec un juif israélien. Ses enfants seront totalement juifs israéliens, feront partie intégrante du pays, mais pas d'après la halakha. Le problème est accru pour les centaines de milliers de juifs revenus de Russie ou d'ex-URSS dans les années 90 et 2000. Dans les 20 premières années de l'État d'Israël, la loi du retour, qui permet à tout juif de venir habiter en Israël et de recevoir la citoyenneté, considérait comme candidats que les juifs d'après la règle orthodoxe. La loi a été amendée en 1970 pour y ajouter ce qu'on appelle l'article du petit-fils, qui considère comme juif et donc comme candidat à la Aliyah toute personne ayant au minimum un grand-parent juif. Cela a permis, dans les années 90 et 2000, la Aliyah de centaines de milliers de juifs d'ex-URSS issus de mariages mixtes.
l'écrasante majorité, se voyant comme juifs et étant vus comme juifs et souffrant une discrimination en tant que juifs et revenant de revenir à Sion en tant que juifs. Aujourd'hui, il existe un problème de alia économique où l'article du petit-fils est utilisé pour une immigration économique et non sociologique. Le débat sur un peut-être futur nouvel amendement de la loi du retour est un des débats publics en Israël, relégué malheureusement en arrière par des débats plus pressants comme la sécurité ou la nature du régime de gouvernance israélien. Pour conclure, le sionisme n'était pas une idée isolée, mais une réponse parmi tant d'autres à une question fondamentale de l'Europe du XIXe siècle, la place des Juifs dans les États-nations naissants. Alors que des millions de Juifs ont choisi l'assimilation, la réforme religieuse, l'ultra-orthodoxie ou l'immigration, le sionisme, porté par Herzl et ses successeurs, a proposé une voie radicalement différente, l'autodétermination nationale. Il a transformé le rêve millénaire du retour à Sion en un projet politique moderne en s'inspirant des mouvements nationalistes qui ont façonné le monde. Le sionisme a su mobiliser des critères à la fois objectifs, comme une langue, une histoire, un territoire, et subjectifs, la volonté de vivre ensemble, pour affirmer que les Juifs n'étaient pas qu'un groupe religieux, mais une nation à part entière. C'est ce double ancrage qui explique en grande partie la force de cette idéologie et sa réussite. Il a permis de créer un État où les Juifs peuvent enfin être majoritaires et où la question de la nationalité, loin d'être simple, continue de se poser, notamment à travers les débats sur la loi du retour. Comprendre le sionisme, c'est donc comprendre cette convergence unique entre une identité ancienne et un projet politique résolument moderne. Ainsi, le sionisme est le projet de libération nationale anti-impérialiste et anticolonialiste le plus réussi de l'histoire moderne. À mon humble opinion, on peut ajouter que la grande nouveauté philosophique du sionisme est le retour du juif comme acteur dans l'histoire. Pour réaliser son rêve bimillénaire, le juif va arrêter d'attendre Dieu et le Messie en restant passif, mais va se prendre en main et redevenir actif. Merci de m'avoir écouté et à bientôt sur Israël Décryptage.